Moi, je vais me présenter un petit peu l'équipe et je leur donnerai la main là. Donc, je suis Bruno Garde, des services de la région Occitanie, dans l'équipe déchets économie circulaire et en charge de toutes les choses liées à la planification déchets, la mise en œuvre d'actions d'économie circulaire et d'autres sujets. Pour des questions pratiques pour ce webinaire, donc je demanderai pour l'instant à tous les participants de bien vouloir couper leur caméra et micro. Nous sommes à peu près une quarantaine ce matin. Donc ce webinaire, on a voulu, pour faciliter les connexions des participants, mettre en place 3 sessions à 3 dates différentes et 3 créneaux horaires différents pour que les gens puissent plus facilement se rendre disponibles ou se connecter. La cible de ce webinaire, bah, ce sont l'ensemble des élus municipaux, des élus communautaires, des élus aussi en charge des questions liées aux déchets et l'économie circulaire, mais aussi tous les techniciens des établissements publics de coopération intercommunale. Ce webinaire s'adresse à tous et chacun peut y trouver l'information qui le concerne, soit c'est beaucoup plus technique ou d'un niveau qui permet de mieux comprendre les enjeux et pour les élus, les marges de manœuvre qu'ils peuvent adopter. On tient à vous préciser que ce webinaire sera enregistré pour le mettre à disposition de ceux qui n'auront pas pu se connecter ou de ceux qui voudront y revenir. Il fait suite aussi à une volonté de la région, dans le cadre de l'animation de son plan régional, de mettre en place ce qu'on appelle un réseau du service public de prévention et de gestion des déchets, qui a été lancé lors du webinaire du 16 décembre dernier. Et puis on avait sondé l'ensemble des collectivités sur quels pouvaient être leurs besoins. Et le sujet de la connaissance des coûts et de l'optimisation du service public était un sujet qui revenait. Donc on a lancé ce webinaire en lien avec l'ADEME et on aura des interventions de Charlotte Parent, de l'ADEME Occitanie, de Julien Roiroux, de l'ADEME Grand Est et de l'ADEME National, qui est l'expert de l'ADEME sur la question de la connaissance des coûts et notamment de la matrice des coûts. Et on aura aussi des témoignages de collectivités, des retours d'expérience. Voilà. Donc là, je vais laisser la main à Charlotte Parent de l'ADEME et on organise un peu et on anime ce réseau avec l'ensemble des partenaires que l'on peut avoir sur le sujet des déchets, que ce soit Citeo, Ordeco, Rue de Logia, Amorce et j'en oublie, quoi. Voilà. Donc l'intérêt pour la région, c'est que tous les territoires s'engagent pour pouvoir atteindre collectivement tous les objectifs qui sont inscrits dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets qui date un petit moment depuis novembre 2019. Mais c'est là que les choses commencent, j'ai tendance à dire. Je vous remercie. Merci Bruno. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Charlotte Parent. Je suis dans l'équipe économie circulaire de la direction Occitanie de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et je suis notamment en charge du pilotage du sujet de la connaissance des coûts des services déchets qui va nous occuper pour ce matin. Je vous remercie de votre participation nombreuse, puisque sur les trois dates, nous avons plus de 200 inscrits pour environ 160 collectivités à compétences collecte ou traitement dans la région. Donc, preuve en est que le sujet vous intéresse et c'est tant mieux. Donc, un premier balayage rapide aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir ultérieurement vers vos correspondants usuels de l'ADEME et de la région pour approfondir le sujet si besoin.
Je voudrais remercier par avance l'ensemble des participants à ce webinaire et notamment Étienne Brunet qui témoignera pour Toulouse Métropole sur son utilisation de l'outil matrice des coûts qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'ordre du jour s'affiche. Donc, Julien Ruaro, qui est l'expert national de l'ADEME sur le sujet, va effectivement présenter l'intérêt de la connaissance des coûts et l'outil ADEME qui a été développé pour cela. Ensuite, moi, je reviendrai sur quelques données régionales, donc spécifiques Occitanie, que nous avons à disposition et qui ont vocation à évoluer, vous le verrez. Ensuite, Monsieur Brunet témoignera de son expérience à Toulouse Métropole, puis nous reviendrons sur les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME et de la région. Merci à tous et bienvenue. Je passe la parole à Julien de suite. Bonjour, à mon tour de vous saluer. Donc, je suis Julien Ruaro à l'ADEME nationale et en région Grand Est. C'est une petite particularité. En fait, ça fait 10 ans que je suis. Je suis un peu l'homologue de Charlotte pour la région Grand Est. Donc, accompagner des collectivités sur les dossiers de subvention. Et depuis quasiment 10 ans, sur le dispositif de la matrice des coûts, dont je vais vous parler en détail notamment. Et qui a cet intérêt de s'adresser à toutes les collectivités, de la plus petite à la plus grande. Et moi, c'est quelque chose qui était un vrai coup de cœur à l'ADEME, d'avoir, via cet outil, l'occasion d'accompagner absolument toutes les collectivités de la région. Ça supposait qu'elles aient une matrice des coûts, donc vous allez comprendre pourquoi on a activé à partir de cette année, à l'échelle de la France entière, cette idée du 100% matrice, parce que sinon on n'a pas les éléments pour faire les analyses. Et donc, ça fait 1 an que, alors, du coup, on pourrait dire par reconnaissance de cette expertise acquise sur le terrain, on m'a chargé au niveau national de porter cette démarche. Alors, attendez, je vois que je partage en même temps mon diaporama. Je m'assure, vous le voyez bien? Oui, c'est bon, oui, merci. Super. Donc, sur les raisons d'agir sur ce service déchets, parce qu'on va en parler d'optimisation, c'est vrai que la préoccupation première s'agissant d'un service public, c'est d'en assurer la continuité et j'allais dire la satisfaction des usagers. C'est est-ce que le camion est bien passé? Est-ce que ma poubelle a été collectée? Et on voit dans le précédent mandat que certains sont allés beaucoup plus loin, ont été beaucoup plus volontaristes à activer des modes de tarification incitative, mettre en place des collectes séparatives, des nouvelles filières, etc. Alors, des fois, la réglementation, après, arrive derrière. Et en tout cas, on a observé vraiment maintenant des collectivités, j'allais dire, à 2 vitesses, ceux qui ont une organisation qui a finalement très peu changé ces dernières années, si ce n'est quand même la mise en place du tri, des déchetteries, bon, tout ça, ça a quand même été fait en très large partie. Mais d'autres qui sont allés beaucoup plus loin et leur expérience, elle est intéressante. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui seraient parmi nous là aujourd'hui parce qu'ils ils montrent à quel point c'est possible. Et vous allez voir, en termes de performance, c'est vraiment, c'est parfois du simple au double, du simple au triple. Donc, pour ce mandat, peut-être que la première approche, c'est de dire, au-delà d'un aspect volontariste, on peut penser que ça va être une généralisation des actions qui vont être menées. Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, on rappelle toujours que c'est une attente forte de la population, au-delà du simple passage de l'enlèvement des déchets, que les mairies, ça c'est des sondages qu'on fait avant chaque élection municipale, donc celui-là c'est celui de l'année dernière, les attentes fortes, il y en a 2 notamment, c'est en matière de l'environnement et ce qui a trait aux déchets est cité en numéro 1, et la maîtrise de la fiscalité, voilà, ça je vous apprends rien. Le deuxième élément fort, c'est le contexte réglementaire, qui fixe des objectifs alors qui sont nationaux, qui sont après déclinés régionalement, vous avez forcément dû en entendre parler. L'objectif, c'est de tendre vers une économie circulaire. Alors, les objectifs ne sont pas appliqués à chaque collectivité, même si je ne saurais trop vous conseiller de faire cet exercice, de voir quels objectifs vous vous donnez en termes de performance à la fin
à la fin du mandat, hein, en termes de réduction des sacs noirs, augmentation du tri, ça serait assez porteur et d'avoir comme ça un peu chaque année le suivi de cette évolution. Mais forcément, en lien avec ces objectifs, il y a des dispositifs. Alors, une obligation de mettre en place un tri à la source, l'augmentation de la TGAP, ben voilà, ça c'est mon point numéro 3. La taxe générale sur les activités polluantes, qui va particulièrement impacter les collectivités qui envoient les déchets résiduels en centre de stockage. L'incinération, on va dire, est impactée dans une bien moindre mesure. C'est un objectif de baisser cette part des déchets qui sont stockés. Il faut savoir que quand on fait des caractérisations, on a grosso modo les deux tiers de la poubelle noire qui n'a rien à y faire. Un tiers, c'est du biodéchet qui pourrait être composté, paillé, etc., ou collecté séparément pour orienter vers compostage ou méthanisation. Un tiers. Et un tiers, c'est du papier, de l'emballage, différents matériaux qui pourraient être valorisés via la collecte sélective ou en déchetterie. Voilà, donc finalement, ce n'est qu'un tiers qui devrait finir en centre de stockage. Et donc, pour durcir un peu le ton, il y a des objectifs très ambitieux de réduction de moitié des déchets mis en stockage. Et pour encourager ça, par application d'un principe pollueur-payeur, il y a une taxe en fait qui est payée à chaque tonne envoyée en entrée de centre de stockage. Cette taxe-là, elle va très fortement augmenter. Elle a déjà augmenté les années précédentes, et c'est notamment d'ailleurs ce qui alimente le fonds de subvention de l'ADEME, hein, il faut le savoir, et elle va encore très fortement augmenter. Donc c'est un peu le même message qu'on peut dire des fois à monsieur tout le monde: si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour vous, pour votre portefeuille. Pour les collectivités, c'est un peu pareil. Alors, non pas que je ne veux pas dire qu'aucune se préoccupe de l'environnement, hein, mais il y a de toute façon un impératif économique. C'est un de vos principaux budgets, surtout pour les comités de communes. Pour le maîtriser, face à ces augmentations qui sont planifiées dans les lois de finances, il va falloir prendre des mesures. Et enfin, d'une manière beaucoup plus positive, on sait dans la société l'attente de sens, d'action collective, de lien social. Et je vais prendre 2 exemples autour des biodéchets, par exemple. On sait faire des actions très très intéressantes, par exemple en milieu urbain, du compostage partagé, avec des horaires d'ouverture qui permettent une proximité entre les gens. Bon, vous allez me dire, dans le contexte sanitaire, on préfère les écarter, mais à préparer pour quand on voudra se rapprocher les uns des autres. Ça, c'est une action qui marche très bien. J'en parle d'autant plus volontiers que voilà, c'est une action que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de déployer. Ou alors former des bénévoles qui vont faire comme ça des animations sur autour du compostage, du paillage. Il y en a qui donnent des poules. Bon, voilà, on peut imaginer plein de choses assez sympathiques. Une autre action à mettre en avant, c'est tout ce qui a trait aux ressourceries, aux recycleries. Là aussi, on est sur du lien social, ces porteurs de sens, plutôt que jeter, on répare, les gens discutent, etc. Et j'en citerai encore une autre, c'est plus dans une approche toujours de convivialité, aussi d'esthétique. Et ça, c'est plus Citeo, l'éco-organisme en charge des papiers emballages, qui vous en parlerai. Eh bien, c'est repenser ces bornes d'apport volontaire, le verre, et pour ceux qui ont aussi les papiers emballages en apport volontaire, non pas comme la borne qu'il faut cacher dans un coin pour pas qu'elle qu'elle pollue le paysage, mais au contraire comme un lieu central où les gens puissent se retrouver. Donc il y en a qui l'aménagent ça à la limite en plein cœur du village, comme une petite placette. Et évidemment, c'est plus les bornes, un peu moche, quoi. C'est la borne qui est floquée avec des vues du paysage, du patrimoine de la collectivité, ou alors avec des artistes qui les ont complètement customisés. Et ça devient vraiment presque des objets d'art, quoi. Alors, donc en pratique, de quoi on va parler quand on parle d'optimisation du service? Il y a beaucoup de leviers possibles. Je vous les balaye ici et je vais revenir sur quelques-uns. Donc, j'ai cité la tarification incitative et je vais le remettre en premier, parce que ça, c'est une action qui est vraiment fondamentale. On pourrait communiquer encore pendant des années sur l'intérêt du tri, le fait que ça crée des emplois, le fait que, évidemment, c'est pour l'économie des ressources. Bon, c'est un peu comme dans tout, hein, quand on passe à l'étape suivante où il y a un intérêt économique à trier, et fut-il le plus très très faible, hein, sur je sais pas,
sur la levée dans la limite de X levées par an, eh bien, on voit un effet qui est, mais alors, radical. C'est vraiment, bon, pour ceux qui mettent en place une redevance incitative, c'est voilà, en 2 ans, les déchets baissent de moitié. Les déchets résiduels baissent de moitié. C'est juste phénoménal, quoi. Et du coup, c'est forcément une réflexion à avoir en premier parce que lié à cette baisse de quantité, il y a aussi une baisse de fréquence de présentation, donc ça va faire penser à d'autres optimisations au niveau de la collecte. Il y a la question des professionnels qui va se poser. Bon, voilà, c'est le point numéro 1, je dirais, dans les mandats à étudier. C'est bon. Est-ce qu'elle est pertinente? À vrai dire, j'en doute assez peu, si ce n'est dans les cas un peu particuliers de syndicats de traitement qui auraient des amortissements assez forts en part fixe. Mais c'est voilà, comment est-ce qu'elle pourrait être mise en place? Il y a la taxe incitative, la redevance incitative, il y a différents systèmes. Voilà, vous avez peut-être participé à des webinaires sur le sujet, il y en a eu dans votre région, il y en aura sans doute encore. C'est un des sujets forts du mandat. Connaître les coûts et le financement, donc ça c'est, j'oserais dire vraiment incontournable. On fait la différence entre le coût, qui est vraiment du coup les charges, les produits, vous allez voir un peu liés à l'activité des déchets. Et ça, c'est tout l'objet de la présentation de ce matin. Le financement, qui est un choix politique, hein, est-ce qu'il couvre pas le coût, mais sur lequel aussi il y a matière à optimiser, en fait, pour ceux qui sont à la taxe, par exemple, hein, ceux qui s'y penchent, connaître quelles sont les exonérations, quelles sont les affectations de locaux et être un peu proactif pour la mise à jour, voilà, des fichiers sur voilà, typiquement des locaux qui passent à usage d'habitation. Si c'est mis à jour, potentiellement, sans avoir augmenté l'auto ni rien, c'est des recettes supplémentaires qui arrivent. Donc ça, je y reviens. Communiquer sur les gestes de prévention et du tri, ça c'est quelque chose qui malheureusement on trouve a beaucoup baissé dans les collectivités. Le budget de la prévention, j'ai fait la statistique il n'y a pas longtemps, c'est à peu près 1% des charges des collectivités. Alors que j'oserais dire, c'est là où c'est peut-être le plus pertinent d'investir, parce que du coup, la prévention, une fois que les changements de comportement ont été adoptés, ben voilà, je veux dire, c'est autant de tonnage que vous n'aurez plus à collecter, à trier, à traiter les années futures, quoi. Donc là, il y a sans doute quelque chose à revoir sur les budgets alloués à la prévention. Donc c'est à la fois le personnel, parce que qui dit changement de comportement, voilà, il y a un côté de relations sociales, donc c'est des ambassadeurs terrain. À destination des entreprises, sans doute en premier lieu, enfin en tout cas des gros producteurs, hein, pour être efficace. Et au-delà des moyens humains, c'est les moyens techniques. Moi, je lance un peu cette idée. Par exemple, ça devrait être aussi naturel pour tous ceux qui ont des jardins d'avoir un composteur que d'avoir une poubelle de tri, une poubelle jaune, quoi. Si vous êtes comme ça au porte-à-porte. Voilà. Donc, la communication, communiquer de manière efficace, mais communiquer, il faut des moyens, et souvent les moyens, ils sont étonnamment faibles. Après, on a le tri à la source des biodéchets. Donc ça, c'est une obligation à horizon 2023. Tri à la source des biodéchets, eh bien, soit c'est sous forme de prévention, on va appeler ça la gestion de proximité. Donc je dis le compostage, bon, c'est tout aussi bien le paillage, l'alimentation animale, ben voilà, c'est gérer chez soi les biodéchets. Et c'est autrement des collectes séparées. Donc est-ce qu'elles sont que pour les professionnels, y compris pour les particuliers? Donc tout ça, ça s'étudie. Je mets tout de suite le suivant, c'est définir le périmètre du service public. Donc vous pourriez très bien dire aussi aux restaurateurs, etc., ben, écoutez, plutôt que vous mettre à disposition pléthore de bacs noirs dans lequel ben, forcément vous mettez tous les biodéchets qui vont demain devoir être triés, vous limitez, ou voire carrément vous dites aux professionnels de voir avec un prestataire privé pour ces biodéchets. Et voilà, et ça du coup c'est une vraie question, toujours le périmètre du service public, c'est une question qui se pose aussi en déchetterie. C'est sûr que dès le temps que les déchetteries sont en accès, j'oserais dire open bar, pour les professionnels, gratuit, etc., c'est sûr qu'on n'aura pas une offre privée qui va se mettre en place. Évoluer les filières de valorisation et de traitement, donc ça vous avez dû forcément voir tout un tas de filières qui se développent dans les déchetteries, hein, donc c'est souvent lié à des filières de responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, c'est un mécanisme qui est quand même très largement en place. Et je finis, comme ça j'ai un peu bouclé la boucle, sur adapter les modes et les fréquences de collecte,
qui est très en lien avec la tarification incitative. En habitat rural en particulier, hein, il est maintenant fréquent d'avoir des fréquences une fois tous les 15 jours. La moyenne, quand on est en redevance incitative, c'est une levée tous les mois pour les foyers. Parce que c'est sûr qu'une fois qu'ils ont géré les biodéchets, ben, le reste, ouais, il y a de quoi sortir sa poubelle qu'une fois par mois. Mais au-delà de la tarification incitative, c'est aussi une démarche de fond qui se voit dans les agglomérations. Alors, je ne sais pas dire dans votre région si c'est le cas, mais de réduction des fréquences en centre-ville, hein, là où on avait des fois du C5, de revenir à un C2, voire un C1. Et C1, c'est une fois par semaine, ceux qui collectaient peut-être chaque soir, et avec finalement en fait l'effet inverse qui était l'effet recherché a priori de propreté. Mais en fait, pour les habitants, le message, c'est grosso modo, vous sortez vos déchets n'importe quand, ils seront collectés. Et finalement, la propreté est peut-être moindre que là où les gens savent c'est tel jour la collecte. Donc je continue avec 2 indicateurs clés pour, on va dire, juger de la performance d'un service déchet. C'est le coût du service. Donc l'ordre de grandeur, c'est une centaine d'euros quand on ramène ça à la population, donc 100 € par habitant. Des écarts incroyables hein, pour des services parfois assez similaires, donc si ce n'est que certains vont rajouter tout un tas de services, et donc le coût est évidemment à mettre en regard à la quantité de services. Mais bon, pour des services à peu près similaires, on va dire sans trop de services additionnels que, je sais pas moi, les cartons des professionnels, les encombrants, voilà, on a des collectivités qui sont dans les 50 € par habitant, on va dire entre 50 et 80, et d'autres à l'inverse qui sont à 150, 200 et plus, et hors effet touristique. Le ratio de collecte des déchets résiduels, les fameux sacs noirs, c'est aussi, je le présente comme le deuxième indicateur parce que quelque part en creux, ben voilà, plus vous avez de sacs noirs, moins il y a eu de prévention et moins il y a eu de tri. Parce que grosso modo, partout en France, la production moyenne, donc encore une fois hors habitat touristique, la production elle est sensiblement la même. Il n'y a pas, voilà, je pense pas que les Occitans génèrent plus ou moins de déchets qu'ailleurs. A priori, on a des productions similaires. Donc, on a, je dis Occitan, mais c'est peut-être pas le bon terme, hein, vous m'excuserez. Sur ce ratio, là, l'écart, il est vraiment énorme. Les plus performantes, elles sont à moins de 100 kg par habitant. Donc, bon, finalement, vous pouvez retenir un peu, voilà, une centaine d'euros, c'est le coût du service. Mais vous pouvez faire beaucoup moins en l'optimisant, et une centaine de kilos par habitant, ça c'est le ratio que j'aimerais vous donner un peu comme objectif ambitieux pour le mandat. La moyenne, donc, elle est dans les 250 kilos par habitant. Alors maintenant, je vous présente la matrice des coûts, qui est donc le cadre qui sert à toutes les analyses qu'on fait pour le service déchets. Et c'est une vraie chance pour ce service public que ce cadre ait existé. Hein. Donc, il faut remercier les collectivités qui l'ont mis en place dans les années 2005. Et on s'en est vraiment emparé à l'ADEME. On a créé une base de données qui permet de les saisir et du coup d'en garder la mémoire, et dont on fait après des analyses. Alors elles sont anonymes, hein, mais qui sont faites au plus fin à partir des données des collectivités. Donc ce cadre, on a les différents flux de déchets en colonne. Ordures ménagères résiduelles, c'est les sacs noirs, le verre, papier, emballage, déchets, déchetterie. On va préciser si par exemple les flux ils sont séparés entre apport volontaire, porte-à-porte, et on rajoute autant de colonnes qu'il y a de services. Et en ligne, on va séparer les charges et les produits. Donc les charges de structure, la collecte, le transport, le traitement, et les différents produits, j'y reviens juste après. Et tout ça, vos agents, hein, donc à la comptabilité et au service technique, c'est souvent un binôme, le complète à partir des données de la comptabilité. Donc c'est vraiment à l'euro près les données de la collectivité qui sont ventilées comme ça. On pourrait dire que c'est une approche un peu contrôle de gestion, avec des règles standards nationales qui assurent la comparabilité d'une collectivité à l'autre. Il y a des règles notamment sur les durées d'amortissement. Donc vous êtes libre, vous, dans votre comptabilité, certains amortissent, d'autres amortissent une déchetterie sur 15 ans, 30 ans. J'ai déjà vu une déchetterie amortie sur 60 ans. Il est évident que, alors que peut-être qu'elle a coûté exactement le même montant, virtuellement, si on l'a divisé par 15, par 30 ou par 60, voilà, on a complètement faussé la comparaison. Donc, on va imposer des durées standards. C'est simplement dans la matrice, hein, ça ne change pas on fait ça en extra comptable.
On demande à tout le monde aussi de mettre les charges de structure. Parfois, c'est refacturé du budget général au budget annexe, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, on va aller rechercher chez tout le monde la part des frais de personnel, des frais de bureau. Et évidemment, on veille à leur attachement à l'exercice, qui est bien les 12 factures de l'année en question. C'est des matrices par année. Julien, excuse-moi, on a perdu ton partage d'écran. Est-ce que tu pourrais remettre ton support, s'il te plaît? Très bien. Merci. Alors, hop. Je pense que c'est revenu. Oui, c'est bon, merci. Si tu peux le mettre en grand, juste pour qu'on voit un petit peu mieux. Ça arrive, ça arrive. En plein écran, merci. Voilà. Donc, si vous avez peut-être sauté cette slide, elle disait simplement voilà, que les données, elles sont issues de la comptabilité, mais c'est le même tableau que là, vous aviez vu, j'espère. Donc, on a une terminologie assez précise qui a été définie pour savoir quand on parle d'un coût, est-ce qu'on ne parle que des charges? Est-ce que c'est les charges moins les soutiens et les aides, par exemple? Et donc, dans notre jargon, souvent, on va parler de coût aidé. Le coût aidé, c'est l'ensemble des charges moins l'ensemble des produits. Alors, attendez, je vais vite. Donc, sur ces... Voilà un exemple d'une collectivité. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais elle a à peu près 90 € de charges hors taxes, 8 € de TVA. Donc, elle est dans une moyenne à peu près 100 € par habitant. Elle a 16 € de produits qui sont les reventes de matériaux, des recyclables, les soutiens de tous les éco-organismes, les filières papier, emballage, etc. Et les aides qu'elle a pu avoir. Et quand on fait la différence des deux, eh bien, les 84 € qui restent, c'est le coût aidé du service. C'est le coût aidé à financer. Et on voit cette collectivité, elle a perçu là, une taxe de 93 € par habitant. Là, elle a été en surfinancement cette année-là. La matrice, elle est saisie donc en euros. Elle est saisie dans la base de données qui s'appelle Sinoé, une base de données ADEME. Et on en ressort des matrices en euros par habitant et en euros par tonne. Évidemment, c'est sur ces bases-là qu'on va faire les comparaisons. Donc, on a tout un dispositif qui est offert aux collectivités. Donc, vraiment, tout est mis à disposition gratuitement. On a une formation sur le remplissage qui dure 2 jours et demi avec des experts sur le sujet. Donc, ça, c'est pour les duos techniciens comptables. Pour qu'ils connaissent toutes les règles, les outils qu'on met à disposition et qui, voilà, vraiment, on part pas d'un fichier vierge. On a des tableaux très, très élaborés depuis 10 ans qu'on les améliore, qui facilitent grandement donc le remplissage, la ventilation de toutes les lignes du grand livre et qui fiabilisent la donnée. Donc évidemment, quand c'est une petite collectivité, ça peut aller en une demi-journée, ça peut être fait. Les grandes collectivités en régie, et je sais qu'il y en a beaucoup en Occitanie, là, c'est vraiment utile d'avoir ces outils. Et on a aussi toute une aide qu'on apporte sur la mise en place d'une comptabilité analytique. Alors, vraisemblablement, les régies en ont déjà, mais que la comptabilité analytique permette bien de faciliter ce remplissage. J'ai parlé de la base de données. On a des bureaux d'études qui sont missionnés pour aider et aussi valider les matrices pour qu'on ait vraiment vous garantir une fiabilité de la donnée avant l'analyse. Et ça, vous allez voir ce qui est prévu dans votre région. Des référentiels pour se situer. Et on vous fournit encore des outils d'analyse. Voilà, c'est vraiment Voilà, on ne peut pas faire mieux. Ce service déchets, là, on a vraiment un dispositif complet. Et toutes les ressources, elles sont centralisées sur le site optijet.adem.fr. Bon, voilà, ça, normalement, les services techniques des EPCI, des syndicats, ils connaissent bien. Et donc, on s'est donné l'objectif, en 2021, de faire bénéficier de ce dispositif à l'ensemble des collectivités. Il y en avait à peu près 1 sur 2 qui était dans la démarche. C'est d'autant plus dommage que c'est gratuit et que vraiment, ça a fait ses preuves. Donc, on va décliner cet objectif 100% à une échelle nationale. Donc là, on va vous en parler en Occitanie, mais pour ceux qui seraient riverains des autres voisins, sachez que de l'autre côté aussi, normalement, toutes les collectivités auront cette fameuse matrice des coûts qui vous permet, entre vous, de vous situer sur des bases comparables. Et là, c'était une petite vue avec plein de chiffres, mais ça, c'est pour... les techniciens, on les plonge dans des tableaux comme ça. Alors, on leur fournit le tableau des matrices calculées sur les typologies de même typologie que chaque collectivité. Donc, les typologies d'habitat, on isole les tarifications incitatives, ceux qui ont mis en place une collecte biodéchets. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Et après, automatiquement, ces fameux outils d'analyse qu'on fournit, ils vont faire la matrice des écarts. Là où on voit tout de suite sur quel poste on est plus cher, moins cher. Et on fournit aussi des graphiques d'évolution pour voir est-ce que c'est ponctuel, est-ce que ça fait des années.
le coût aidé par rapport au financement. Voilà. Est-ce que, bon, si je suis en sous-financement, mais qu'il y a eu un surfinancement et donc quelque part de la réserve, c'est une chose. Est-ce qu'attention, le coût va bientôt dépasser le financement et du coup, forcément, il va y avoir des hausses tarifaires à anticiper. C'est toutes ces choses-là qu'on arrive à voir avec ces outils. Et bon, alors ceux qui sont déjà dans la démarche, là, cet outil là, qu'on appelle le fichier évolution, là, ça va être une nouveauté de cette année. Là, tous ces graphiques, là, on n'était jamais allé aussi loin sur chaque poste de charge et de dépenses. Et je termine là avec un exemple de référentiel. Donc ça, c'est en Grand Est. Je vous disais, on a acquis beaucoup d'expertise parce que voilà, on a beaucoup misé sur cette démarche en visant l'exhaustivité. Donc on a un référentiel où on a l'ensemble des collectivités de la région. Donc pour y arriver, voilà, il y a certaines années, on vise l'exhaustivité, on fait comme on a fait là à l'échelle nationale. On envoie des bureaux d'études compléter toutes les matrices qui manquent. Voilà, c'est entièrement fait par le bureau d'études. La collectivité, voilà, c'est juste le comptable a juste à faire un export Excel et trouver les tableaux de tonnage, voilà, quelques infos comme ça, mais quasiment rien à faire pour la collectivité. Et ça permet que tout le monde puisse se situer. Donc vous voyez, dans les restitutions, c'est anonyme, on ne sait pas qui est qui. Mais évidemment, chaque collectivité, c'est, voilà, je ne sais pas si je me trouve ici. On voit tout de suite les autres collectivités qui sont en mixte rural, c'est le petit bleu clair. Les plus performants, bon ça on n'hésite pas à dire les noms, comme ça ils peuvent récupérer voilà, partager les retours d'expérience. Et ici vous voyez, il y a quelque chose qui ressort très nettement, et ça fait des années qu'on voit ça en Grand Est. On en a une trentaine là, de tarification incitative. Voilà, les collectivités qui ont le moins de déchets, donc il y a aussi des points verts, mais celles qui ont moins de déchets et qui ont un coût inférieur à 90 € par habitant, voire qui sont parmi les moins chers de la région, ce n'est que des tarifications incitatives. Et à vrai dire, c'est surtout des redevances incitatives. Les taxes incitatives, elles sont autour des 160, 170 € par habitant. Là, on commence à en avoir, on en avait 4 là, dans le dernier référentiel là, qui est sorti, et là, on devrait en avoir, on va petit à petit s'approcher de la dizaine. Donc là aussi, on commence à avoir du retour d'expérience. Voilà, bon, ce serait un sujet à part entière, la tarification incitative. Voilà, entre ceux qui sont là pesés, qui forcément passent sous les 100 kg par habitant, etc. Quoi. Derrière la tarification incitative, il y a aussi plein de choses différentes qui peuvent être faites. Mais en tout cas, là, vous voyez bien la dispersion de valeur qu'on mettait en avant. On a voilà, certains qui, presque, leur cible, c'est presque le 50 kg par habitant, là où d'autres sont dans les 250 et 300. Et bon, voilà, avec les fusions, on n'a plus de collectivités classées touristiques en Grand Est. Donc on a, non pas que ce soit pas joli de venir y faire un tour, mais voilà, ça dit la marge de progression des collectivités, voilà, qui ont pour l'instant laissé regarder les autres partir devant. Mais là, dans le mandat, c'est évident qu'il va falloir faire quelque chose, parce que ça, derrière la taxe qui va s'appliquer à ces tonnages-là, vous imaginez bien, ils vont payer 5 fois plus de taxes que celui qui a 50 kg par habitant. Voilà, donc tarification incitative, j'en parle pas parce qu'il y a déjà eu un webinaire. S'il y a des questions, on reviendra sur cette slide. Vous avez vu un peu les moyennes de performance et de coûts. Pareil, je vous ai laissé en fait plusieurs slides qui permettront d'alimenter le débat si vous avez des questions. Voilà, si vous êtes aussi interpellé sur cette obligation de tri à la source des biodéchets, donc on pourra y revenir. Et de manière générale, dans le diaporama qui vous sera transmis, il y a tout un tas de slides sur sur la tarification incitative, les aides qui sont apportées par l'ADEME, les outils à disposition, etc. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci pour cette présentation très claire et très détaillée. Comme l'heure tourne et que je vois qu'il n'y a pas spécifiquement de questions dans la conversation, je vous propose d'enchaîner. Je voulais vous présenter quelques chiffres encore, mais spécifiques sur la région Occitanie. Si on peut remettre le diaporama, s'il vous plaît. Alors, en Occitanie, on n'a pas une connaissance exhaustive. Contrairement au Grand Est, toutes les collectivités ne disposent pas d'une matrice des coûts, mais pas encore, ça va venir. Le dernier échantillon sur lequel on a fait l'analyse, il concerne les données 2016. On va l'actualiser prochainement, on aura des données plus précises et plus exhaustives.
En 2016, notre échantillon portait sur 40% des collectivités à compétences collecte ou traitement, soit une moitié de la population. Donc voilà, c'est pas exhaustif, mais ça permet quand même de faire des premières évaluations. Bon, il faut noter qu'il y a un peu une surreprésentation de l'habitat urbain dans l'échantillon. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats pour les collectivités d'Occitanie ? Si Karine, tu peux passer à la diapo suivante, merci. Donc, en moyenne, alors la moyenne cache bien évidemment des disparités, mais en moyenne, le coût aidé hors taxe par habitant, il est de 116 € par an. Donc ça, c'est le coût aidé, c'est-à-dire la somme des charges moins l'ensemble des recettes, des soutiens et des aides. Donc c'est le coût qui reste à financer par le service public. D'ailleurs, en Occitanie, ce coût-là, il est majoritairement, pour 3/4 de la population de l'échantillon, il est majoritairement financé par l'ATOM. Donc un coût de 116 € en moyenne contre un coût national, Julien vous l'a dit, de l'ordre de 90-100 €. Mais bien sûr, ça cache des disparités parce qu'il y a 80% des collectivités qui se situent entre 80 et 160 €. Donc il y a des disparités d'ailleurs qui vont, vous le voyez, 80, 160 du simple au double. Donc ça veut dire aussi quand même qu'il y a des collectivités qui arrivent à avoir des coûts maîtrisés en Occitanie. Sans vraiment de surprise, les flux les plus chers qui présentent les coûts de gestion les plus élevés sont les deux plus grosses poubelles là, qui sont représentées sur ce croquis, le flux d'ordures ménagères et le flux de déchetterie. Ça, c'est sans surprise, c'est quelque chose qu'on constate au niveau national, puisque à eux deux, ces deux flux représentent à la fois les 3/4 des tonnages collectés par les services publics et les 3/4 des coûts, en gros. Alors, en moyenne, on est donc à 25%, très grossièrement plus élevé qu'au niveau national. Alors, encore une fois, la moyenne cache des disparités, mais là, on va relativement vite. Je vous invite à consulter, si vous souhaitez plus d'informations, les référentiels soit régional, soit national, qui existent sur ce sujet. Comment on pourrait expliquer ces écarts de coûts? Alors déjà, il y a une part de la population qui est concernée par une zone touristique, forcément. En Occitanie, c'est à peu près 10% de la population de l'échantillon, ce qui a tendance à apporter un biais puisqu'on rapporte les coûts à une population permanente et pas à une population effective, incluant les variations saisonnières. Mais bon, c'est pas un facteur qui explique l'ensemble de ce coût un petit peu supplémentaire. En fait, le niveau de coût, comme l'a expliqué Julien, il résulte à la fois de la quantité de services que vous offrez à vos usagers et aussi des quantités qui sont collectées. Alors, en Occitanie, on collecte un peu plus, on produit plus d'OMR qu'au niveau national, plus de déchets dans la poubelle grise, Julien en a déjà parlé, et on collecte un petit peu moins de déchets en déchetterie qu'au niveau national. Et en plus, souvent, on constate un périmètre très large du service public avec une part non négligeable de déchets qu'on appelle assimilés, qui, s'ils sont définis précisément, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans le règlement du service, ne font pas forcément l'objet d'une tarification ad hoc et adaptée, et donc ce qui n'incite pas les producteurs de déchets, donc notamment les professionnels, à réduire les volumes produits si la tarification, elle n'est pas incitative en ce sens. Voilà. Et d'autre part, on constate aussi en Occitanie une quantité de services assez élevée, puisqu'on a des collectes et des fréquences qui sont globalement plus nombreuses que dans d'autres régions, notamment pour ce qui concerne les collectes en porte-à-porte. Et puis, on a aussi un maillage assez important de déchetterie, puisqu'on a environ en moyenne une déchetterie pour 10 000 habitants en Occitanie, alors qu'au national, on est plutôt à une déchetterie pour 14 000. Donc, on a un maillage important de déchetterie, ce qui, bien évidemment, génère des coûts de gestion pour les collectivités. Je vous propose maintenant de passer la parole à Étienne Brunet de Toulouse Métropole, qui va nous expliquer pourquoi et comment d'abord et pourquoi il remplit la matrice des coûts et à quoi ça lui sert. Bonjour à tous. Alors effectivement, à Toulouse Métropole, on remplit la matrice des coûts depuis 2011.
Donc, ça fait maintenant, on va arriver dans notre 10e année de remplissage de matrice des coûts. Alors, c'est un travail qui a été initié à l'époque. Moi, j'étais pas dans la collectivité. Ça a été initié par des collègues à moi. Alors, vraiment, comme le disait précédemment Julien, c'est très important de bien constituer un binôme comptable-technique parce qu'effectivement, ça fait vraiment appel aux deux compétences et c'est vraiment un travail main dans la main. Donc, on a construit cette première matrice en 2011. On a été accompagné par un cabinet, expertise. Alors, il y avait un duo, il y avait un cabinet plutôt gestion des déchets et un cabinet plutôt expertise comptable. Donc, il y a eu un gros travail de fait pour identifier où étaient tous les coûts et toutes les dépenses liées au service public de gestion des déchets. Et à partir de là, il y a une méthodologie qui a été bâtie spécifique à notre collectivité. Alors, le problème des grosses collectivités, c'est que la donnée, elle est répartie dans beaucoup d'autres directions et c'est assez complexe d'aller l'identifier et la récupérer. Mais on y arrive, hein, c'est pas impossible. Et ainsi, depuis 2011, on procède tous les ans à la centralisation de cette donnée, donc des données comptables et des données de tonnage, pour nous permettre de constituer et de consolider cette matrice des coûts. Donc, c'est des choses qui deviennent maintenant assez routinières, hein, parce que ça fait 10 ans qu'on le fait. Donc, voilà, contacter les services ou les autres directions tous les ans pour leur demander le détail des dépenses de l'année précédente, c'est assez rentré dans les mœurs et c'est assez simplifié maintenant. Bon, ça nécessite quand même un travail de fourmi, hein, pour aller tout récupérer, contacter les personnes et tout ça. Il y a quand même un travail de fond qui est pas négligeable. C'est là plutôt la partie comptable qui s'en occupe. Et côté technique, on s'occupe plutôt de la partie liée au tonnage généré de l'activité de l'année précédente. Là aussi, c'est un travail qui peut être assez conséquent, puisque, après, c'est peut-être un peu spécifique à Toulouse Métropole, mais les produits, le SPGD, il n'est pas forcément couvert que par la direction des déchets. Il y a d'autres directions qui peuvent générer des déchets qui sont réaffectés ensuite à notre service public de gestion des déchets. Donc, ça complexifie un petit peu les flux des fois. Mais en tous les cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir d'un côté comptable une vision globale des dépenses engagées sur l'activité déchets d'une année et de la même chose sur le côté tonnage. Donc, à partir de là, on va y arriver, on est dans la phase de consolidation, on commence à avoir une bonne visibilité des données récupérées. Normalement, fin avril, on devrait pouvoir tout injecter dans la matrice et ainsi la construire et la consolider. Donc, c'est un travail qu'on fait à quatre mains, hein. Donc, on se met dans un bureau, on y passe le temps qu'il faut, mais on rebalaye tout et on injecte tout dans la matrice. Et après, voilà, on finalise ça. Et pour nous, c'est vraiment un outil indispensable. En fait, aujourd'hui, alors peut-être parce que ça fait 10 ans qu'on l'a dans nos services, mais c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur nos bureaux ou qu'on a tout le temps quelque part et on le consulte très très fréquemment. La première utilisation qu'on en fait, donc c'est un peu une utilisation calendaire parce qu'il faut qu'on produise le RPQS tous les ans. Mais la matrice des coûts nous permet d'alimenter notre rapport sur le prix et la qualité du service. C'est nos données de base y figurent et c'est celle-là qu'on utilise pour renseigner notre rapport. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation qu'on en a, qui est quand même là aussi une utilisation assez importante, c'est pouvoir se comparer à d'autres collectivités. Se comparer sur des étapes techniques ou que sont les lignes de la matrice ou sur des flux de déchets que constituent les colonnes de la matrice. C'est assez intéressant et ça nous permet de savoir là où on a des marges d'amélioration, là où on est bon, là où on est un peu moins bon. Et c'est souvent d'ailleurs, c'est souvent des éléments qui nous sont demandés par les élus et c'est important de pouvoir les fournir assez rapidement sur oui, mais vous faites comme ça, mais comment ils font à Montpellier, comment ils font à Marseille, comment ils font dans d'autres grosses métropoles. Et de cette manière-là, grâce à la matrice des coûts, nous, on peut apporter cette réponse assez facilement en disant, ben voilà, nous, on est à tel euro par habitant, Montpellier est 2 fois plus cher. Donc voilà, ça nous permet de se comparer comme ça assez rapidement. On a une troisième utilisation de cette matrice qui est aussi là assez importante, c'est dans toutes les études qu'on peut réaliser en interne de modification du service ou d'évolution du service.
C'est indispensable en fait de pouvoir fournir des éléments chiffrés au bureau d'études et d'avoir une connaissance des coûts suffisamment détaillée pour pouvoir apporter des éléments constitutifs et puis porter des réflexions sur la base d'éléments chiffrés. On utilise aussi du coup cette matrice. Alors là, c'est plutôt en interne, mais vraiment sur une activité de suivi, de suivi de notre activité sur l'année, mais aussi en se comparant d'année en année. C'est toujours important de voir la réduction des coûts, la maîtrise des coûts aussi, de se projeter sur l'évolution des coûts potentiels. Donc pour nous, c'est vraiment un outil de pilotage de notre activité, ou de suivi de notre activité. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, on n'imagine pas ne plus vivre sans la matrice des coûts, quoi. Voilà, pour le topo un peu rapide, mais je pense indispensable. Enfin, et j'espère que ça vous donne envie aussi, vous, collectivité ou élus de collectivité, à pousser pour mettre en place cette matrice. Parce que voilà, je pense qu'en plus, à l'échelle d'une métropole, c'est un exercice qui est particulièrement compliqué à mettre en œuvre, qui nécessite quand même pas mal d'investissements et de ressources disponibles. Pour avoir fait la formation là récemment sur la matrice et tout ça, il y a quand même beaucoup. Ça devient de plus en plus automatisé, les outils sont quand même de plus en plus performants. Et j'ai l'impression que sur des collectivités de taille peut-être un petit peu plus petite ou plus restreinte que celle d'une métropole, ça me paraît plus simple et facilement atteignable. Et moi, je vous dis, les bénéfices qu'on en retire, en tous les cas, ils sont indéniables. Et je comprends, je comprends la démarche d'aller vers 100% de collectivités couvertes par la matrice, parce qu'effectivement, ça fait sens. Merci beaucoup, Étienne. Effectivement, à l'ADEME, on essaie de simplifier les démarches et donc Julien, au niveau national, fait tout ce qu'il peut pour mettre à disposition des outils qui simplifient la tâche aux collectivités et ça évolue beaucoup dans le temps, quoi. Simplification à la fois sur la saisie, mais aussi sur l'exploitation. Vous avez parlé du rapport annuel parce qu'il y a tout un tas de graphiques qui peuvent être générés automatiquement pour le rapport annuel. Il y a aussi des liens avec la déclaration des coûts au prix de Citeo. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent pour vous faciliter la vie. Peut-être qu'on peut prendre 5 minutes s'il y avait une question. Je n'en vois pas apparaître dans la conversation, mais si l'un d'entre vous souhaite... Oui. Alors, je vois... Oui, bonjour. Bonjour, madame. Madame Pérez, commune de Bessières. Je voudrais savoir si cette matrice deviendra une obligation ou si ça restera toujours sur le volontariat. Alors, pour l'instant, en Occitanie, en tout cas, elle ne fait pas l'objet d'une conditionnalité pour les aides de l'ADEME, sauf sur certains appels à projets. On a des appels à projets spécifiques, typiquement sur le tri à la source des biodéchets ou sur la tarification incitative. Alors, tout simplement, on le demande parce que c'est un prérequis d'avoir une connaissance de ces coûts, savoir d'où on démarre pour envisager des projets par la suite. Voilà, avoir des éléments de prospective en l'état. Et si on a un scénario, on ne fait rien, on ne modifie pas le service, qu'est-ce qui se passe? Et si, à contrario, on modifie le service sur des projets structurants, qu'est-ce que ça apporte et en quoi l'outil matrice peut aider. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de conditionnalité des aides là-dessus. Je sais qu'il y a certaines régions, je pense peut-être en Bretagne, Julien, tu me corriges si je dis des bêtises. Je crois qu'en Bretagne, il y a une conditionnalité des aides au remplissage de la matrice qui est en place, mais aujourd'hui, c'est pas le cas en Occitanie. Alors, ça me fait une excellente transition pour la suite parce que, en fait, donc ce n'est pas une obligation pour les collectivités. Pour autant, nous, ça nous semble, comme vous l'avez vu, fondamental de connaître ces coûts avec une méthode standardisée. Et donc, on a décidé au niveau national de l'ADEME et donc en déclinaison au niveau Occitanie, de faire en sorte que l'ensemble des 166 collectivités à compétences collecte ou traitement aient leur matrice des coûts 2019 validée. Alors, pourquoi 2019? Parce que déjà, il faut un certain temps pour récupérer l'ensemble des données. Et puis, en plus, 2020, l'année a forcément été largement perturbée. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de représentatif. Karine, si tu peux repartager le diaporama, s'il te plaît.
Donc, on a une offre ADEME sur laquelle on vous invite vraiment à vous reposer, notamment l'accompagnement, donc je le disais, pour le remplissage et l'exploitation de la matrice. Alors, si tu peux encore faire un petit clic pour avoir l'ensemble. Voilà, merci. En fait, le bureau d'études qui est Indigo, donc qui est présent parmi nous aujourd'hui, et je le remercie, est mandaté par nous pour réaliser l'ensemble des matrices des collectivités déchets sur l'année 2019. Alors, soit réaliser, soit accompagner vos services à la réalisation pour ceux qui savent déjà un petit peu le faire, qui ont déjà suivi la formation ou qui ont juste besoin d'un appui un petit peu technique là-dessus. Donc, d'ici quelques mois, voire quelques semaines même, toutes les matrices 2019 auront été saisies et validées dans notre outil national grâce à l'appui d'Indigo, et je tiens à les remercier ici de cette prestation et du dynamisme dont ils font preuve pour cela. Et il est prévu aussi dans leur prestation qu'ils fassent une restitution individuelle aux élus, donc à vous, en conseil communautaire ou en autre format. C'est pas le tout de remplir la matrice, bien évidemment, mais l'intérêt, c'est de partager les résultats, d'essayer de se situer par rapport à des collectivités comparables, on l'a déjà dit, et puis d'identifier des premières pistes d'optimisation selon les postes de charge les plus importants. Voilà. Donc ça, Indigo est mandaté pour le faire à vos côtés. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Indigo dont les coordonnées sont affichées ou à nous contacter, nous, l'ADEME directement. Il est aussi prévu dans la prestation l'organisation de journées d'analyse entre collectivités, alors soit à l'échelle d'un département, soit à l'échelle d'un syndicat de traitement. Ça va dépendre un petit peu des organisations en place. Et puis pour la suite, Indigo vous proposera aussi une aide au remplissage et à l'analyse des matrices des 2 années suivantes, 2020 et 2021, pour à terme aller vers une autonomie en fait de vos services dans le remplissage, voire même une animation qui serait mise en place par le syndicat ou le PCI en charge du traitement. Laurent Coustet, je crois que tu es parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots les données dont vous avez besoin pour la remplir et le mode opératoire, s'il te plaît? Bonjour. Ouais, vous m'entendez du coup? Bonjour, Très bonjour bien, à oui. tous. Merci. Du coup, juste 3 petits mots effectivement par rapport à l'accompagnement matrice des coûts qui est engagé actuellement sur la région Occitanie. Normalement, on a contacté l'ensemble des collectivités, donc on s'occupe de l'ensemble des départements de la région à l'exception de la Lozère qui est gérée à part. Donc c'est 150 collectivités. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, au jour d'aujourd'hui, on est sur les matrices 2019. Il y a 50 collectivités sur les 150 qui ont du coup saisi et eu leur matrice validée. On a à peu près un peu plus de 90 collectivités, soit qui nous font intervenir pour remplir leur matrice, soit qui le font de manière autonome ou avec notre appui. Et on est quasiment sur la quasi-totalité des matrices 2019 qui sont en cours de remplissage ou en cours de finalisation. Donc en lien avec ça, effectivement, comme l'a évoqué Charlotte, donc on vous propose en plus de remplir votre matrice, de vous remettre du coup le fichier automatisé avec une procédure de remplissage, de manière à ce que vous puissiez derrière vous approprier l'outil et potentiellement derrière assurer le remplissage de manière autonome. Une fois par contre que vous aurez préalablement suivi les formations initiales qui sont également proposées par l'ADEME. Vous avez le lien transmis par Charlotte. En complément de ce remplissage, effectivement, on propose également des réunions de restitution aux élus, donc adaptées et personnalisées, donc avec un diaporama ciblé qui va vous rappeler effectivement le dispositif, la démarche, le principe de la méthode compte à coût, de la matrice, et qui va faire un zoom derrière sur vos résultats, de manière à engager derrière mettre en lumière effectivement des pistes, des leviers d'optimisation, d'amélioration en lien avec les éléments qui ont été présentés par Julien. La phase d'après, effectivement, ça va être d'engager le remplissage des 2020-2021. Donc notre mission va durer jusqu'en 2022. Donc là, derrière, il y aura un travail, on va dire, plus collaboratif et accompagnement individuel, collectif, pour que vous puissiez aussi prendre la main sur ces outils. Donc là, il va y avoir du travail qui va être engagé avec notamment les syndicats de traitement sur la partie Midi-Pyrénées, de manière à ce qu'on puisse engager des démarches collectives de remplissage. Donc à ce jour, les formations sont essentiellement en distanciel,
On espère bien que d'ici la fin de l'année, on pourra organiser du présentiel et notamment imaginer des formations délocalisées dans certains départements avec des syndicats de traitement qui ont envie effectivement de porter le projet et d'engager des démarches collectives. Donc voilà, et puis effectivement d'autres éléments de journée d'analyse entre collectivités, on va dire, sur la phase d'après, une fois qu'on aura effectivement suffisamment de matrices et suffisamment d'éléments concrets pour arriver effectivement à pouvoir partager, échanger et mettre en lumière, on va dire, les chiffres concrets de vos matrices. Merci Laurent. L'autre volet de l'accompagnement proposé par l'ADEME, c'est le volet formation, puisque nous avons une formation qui est à disposition de vos collaborateurs. Il y a des sessions qui sont déjà programmées, il y en a d'autres qui viendront. Ce sont des formations complètement gratuites pour les collectivités. Idéalement, on invite les collectivités à s'inscrire avec un binôme technicien et comptable parce que il y a bien les deux compétences requises dans le remplissage de la matrice. Donc, vous avez le lien qui s'affiche vers le site des inscriptions aux formations d'ADEME. Je reviens effectivement très, très rapidement parce que l'heure tourne sur des précisions qui ont été apportées par Julien dans le chat. Effectivement, comme vous l'avez posé tout à l'heure comme question, il n'y a pas d'obligation de remplir la matrice. Le décret qui précise les obligations pour les collectivités de remplir le rapport annuel précise que les collectivités doivent fournir le coût par flux et par étape technique. Et ça, typiquement, donc il n'y a pas d'obligation de remplir la matrice, mais à l'inverse, la matrice, une fois que vous avez rempli et validé la matrice, vous avez toutes les données pour être en conformité par rapport aux exigences du décret sur le rapport annuel. Effectivement, c'était une précision importante que j'ai omis de vous dire. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers vos correspondants habituels ADEME ou auprès d'Indigo directement si vous n'êtes pas encore engagé dans la démarche matrice des coûts, mais je suis sûre que ça ne saurait tarder. Merci Charlotte. J'enchaîne effectivement suite à cette présentation de la matrice des coûts et de ce formidable outil d'aide à la décision dont vous pourrez effectivement vous aider pour appuyer vos projets. Et dans ce sens, je voulais faire quelques rappels sur les dispositifs d'aide de la région ADEME, notamment sur des aides à l'animation d'actions collectives et de sensibilisation, une utilisation de nouveaux outils. Il y a les aides aux études stratégiques, notamment sur des sujets forts comme on en a discuté tout à l'heure, le tri à la source des biodéchets, les déchets organiques et la mise en œuvre de la tarification incitative. Des aides à la réalisation des projets locaux qui concernent notamment toutes les études préopérationnelles et les investissements. 2 appels à projets qui ont été lancés conjointement ADEME Région sur l'économie circulaire dans le BTP, dont la prochaine session est le 21 mai. Et surtout celui qui concerne les collectivités, l'appel à projet de tri à la source des biodéchets, dans la prochaine et dernière session pour le moment est le 24 septembre. Donc voilà, il vous reste encore quelques mois pour vous mettre dans les cordes et pour avoir cette réflexion de qu'est-ce que vous allez faire de vos biodéchets. Un nouveau appel à candidature qui a été lancé par la région justement pour accompagner les 12 territoires qui ont, on va dire, un peu plus de difficultés, qui n'ont pas obtenu d'aide au préalable de l'ADEME sur des démarches engageantes. Donc, cet appel à candidature permet effectivement l'accompagnement d'un poste de chargé de mission prévention. C'est un poste qui peut être mutualisé auprès de plusieurs collectivités collectes. Normalement, toutes les collectivités éligibles à ce dispositif ont reçu l'information, donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers vos chargés de projets région spécifiques à vos territoires. Vous aurez une carte à la fin du diaporama pour vraiment savoir sur qui contacter. Cet appel à candidature donc, prévoit des obligations sur la mission du chargé de projet, entre autres l'élaboration et l'adoption du PLP-DMA, le plan local de prévention, le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés.
Il prévoit de la formation sur ce chargé de mission, mettre en place le suivi des coûts, donc on est complètement dans une démarche complémentaire à celle de l'ADEME, et élaborer le rapport annuel. Sur ces missions, on vous demandera effectivement de compléter des missions complémentaires qui peuvent définir la stratégie d'optimisation du service ou le déploiement du tri à la source des biodéchets ou autres missions. Bon, voilà, on vous a donné quelques exemples. Il permet également de pouvoir avoir le soutien financier à des investissements ou à des études. Et, voilà. Par contre, on est vraiment dans la dernière ligne droite pour pouvoir déposer un premier dossier de candidature qui doit être fait au plus tard le 14 mai. Ce dossier de candidature sera ensuite complété si besoin entre les collectivités et la région pour enfin avoir un jury de présélection en juin qui permettra de définir les 12 territoires qui vont être accompagnés sur 2021. Et ensuite, on formalisera le dossier complet jusqu'au 15 septembre pour la création de la fiche de poste et l'adoption de la subvention. Je laisse la main à Prisca Giraudot, également de la région, qui va vous en dire un peu plus sur des choses peut-être un peu plus fun en termes de communication et de prochains événements. Merci. Merci Karine. Donc, je voulais juste vous parler rapidement du réseau du SPGD qui a un espace dédié sur le site Cyclope. Cyclope est la plateforme des acteurs de l'économie circulaire qui a été montée pour partager des ressources, etc. Avec l'ensemble des acteurs. Et nous avons créé ce qu'on appelle une communauté spécifique pour le réseau du SPGD sur la plateforme Cyclope. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, c'est une communauté pour pouvoir y accéder. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme. Et c'est ensuite un espace où vous pouvez accéder à différentes ressources, à la fois des documents, à la fois un agenda partagé, à la fois un forum de discussion, également le replay de certains webinaires comme celui-ci. Donc, comme on fait 3 séances, une des séances sera disponible prochainement sur cet espace. Et ça vous permet aussi d'avoir les contacts entre vous et donc pour pouvoir ensuite échanger si besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été conçu pour répondre à vos attentes. Donc, je vous invite à le rejoindre très simplement. Sachez qu'aujourd'hui, la communauté Cyclope regroupe plus de 800 membres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait un petit peu ce choix d'aujourd'hui d'animation et pourquoi d'autres vont venir? Donc, on avait fait en décembre 2020 un sondage donc, auprès des collectivités pour connaître les thèmes qui intéressaient particulièrement et sur lesquels il fallait qu'on puisse proposer quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est peut-être un petit peu petit. Je ne vais pas tous vous les citer, mais juste pour vous dire que les principaux sujets qui étaient demandés, qui étaient attendus, c'était le tri à la source des biodéchets, notamment la collecte séparée et la valorisation des biodéchets, qui avait une forte attente. Il y avait également beaucoup de demandes autour de la fiscalité et de la redevance spéciale, ainsi que sur l'augmentation des performances de collecte sélective du verre, des emballages hors verre et du papier graphique. On avait aussi la connaissance des coûts et du SPGD, donc ça, on va considérer que ce sujet a été abordé aujourd'hui, notamment. Et puis ensuite, on avait d'autres sujets qui étaient un peu moins demandés, mais qui avaient quand même aussi beaucoup d'attentes. Donc, par rapport à ces différents sujets, nous avons monté une espèce de programme d'animation. On a déjà eu un webinaire qui s'est tenu il y a quelques jours sur la tarification associative, qui est organisée avec l'ADEME et avec Citeo et avec la région. Il y aura ensuite des webinaires sur les ressources qui seront organisés en mai. En juin, nous aurons un temps sur l'élaboration des PLP-DMA avec des retours d'expérience. Et en juin également, du travail sur les dépôts sauvages avec les journées de l'Ordéco. Et ensuite, en septembre, on avait prévu de travailler sur des retours d'expérience sur les études d'optimisation du service public de gestion des déchets. Donc voilà, ce programme, bien entendu, a pour ambition de s'étoffer et de répondre au mieux à vos besoins. Donc,
c'est sûr que plus vous participez, plus vous contribuez à ces travaux, à faire part de vos attentes, et plus on pourra répondre à vos besoins et vous mettre en relation pour pouvoir éventuellement progresser plus vite. Voilà, rapidement. Vous avez une équipe à la région qui est à votre écoute pour pouvoir vous accompagner dans vos projets. Donc, nous sommes 6 chargés de projet sur le territoire avec une répartition à la fois thématique et territoriale. Donc, vous avez une petite carte. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements aussi bien sur les dispositifs que sur les programmes d'animation, sur l'économie circulaire en général ou sur le réseau SPGD en particulier. Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'on a un petit peu dépassé l'heure, donc je ne vais pas être trop longue pour conclure. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants et des participants. Je crois qu'il y avait une main levée, mais je crois que nous avons répondu à la question. Donc, on est à votre disposition. Peut-être si tu veux un dernier petit mot. Ah, si, Madame Pérez a relevé la main. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui. Oui. On vous écoute? Oui. Votre micro est coupé, je crois, Madame Pérez. Voilà. Oui. Ce diaporama, on pourra le retrouver sur le site de l'ADEME? Non, sur la plateforme Cyclope. D'accord. Voilà, donc dans quelques jours, on termine le dernier, la dernière session jeudi. Et donc, suite à cette dernière session, on mettra les ressources disponibles sur la communauté du réseau SPGD sur Cyclope. Et pour participer à tous les autres webinaires, il faut aller aussi sur le site Cyclope. Il faut s'inscrire. Comment ça se passe? Oui, vous pouvez vous inscrire en tant que membre sur la plateforme Cyclope et ensuite demander à rejoindre la communauté du réseau SPGD. D'accord. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les informations qui seront envoyées. Après, nous enverrons quand même toujours des informations par mailing. Dans les mairies. Oui, au fichier, effectivement. D'accord. Okay. C'est vrai que vous avez plus de chances de ne rater aucun événement si vous vous inscrivez sur Cyclope. Et vous aurez accès à toutes les ressources. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question, je crois. Non, c'est bon. Oui, j'avais une question. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Et bonjour, François Rivière, je suis le président de la communauté de communes Val de Gers. Et comme beaucoup de comités de communes, si vous voulez, depuis la loi NOTRe, nous avons confié la gestion des déchets, maintenu la gestion des déchets au SICTOM de nos territoires. Nous sommes donc aujourd'hui contraints à payer les redevances demandées par les SICTOM, mais avons comme recours uniquement la TOM et aucun moyen d'intervention quant à la gestion de ces SICTOM, certes dirigés par nos collègues élus, mais enfin, on a des différences importantes et par cette subdélégation, on ne peut pas agir. Donc, j'aurais à tout le moins souhaité obtenir dans les comités de communes le résultat des matrices de façon à pouvoir, bien sûr, comparer les coûts sur les plusieurs SICTOM de nos territoires et également éventuellement essayer d'agir au niveau départemental ou au niveau régional pour essayer d'avoir une meilleure gestion des déchets. Voilà ma question. Donc, la question est, pouvons-nous avoir accès aux résultats des matrices et des coûts qui nous intéressent énormément, bien sûr, et pouvoir les exploiter, nous, pour assurer des comparatifs au niveau des divers SICTOM qui gèrent nos comités de communes. Vas-y, Julien, je te laisse répondre. Oui, bah du coup, ça nous amène à une question assez intéressante qui est sur, des fois, on se doute, certains élus peuvent être un peu frileux, est-ce que la matrice, tout le monde va avoir nos coûts, etc. Bon, c'est quand même des données publiques dont on parle, mais notre position, nous, à l'ADEME, c'est que les matrices des coûts, voilà, elles sont saisies dans notre base de données pour qu'on en fasse des référentiels, mais nous, un peu, notre engagement, c'est que ça reste confidentiel, c'est-à-dire si une collectivité, alors, elle a la possibilité de partager ces données et quand elle fait ça, de voir les données nominatives de ceux qui partagent également les leurs. Mais sinon, notre position, nous, c'est de tout simplement adressez-vous aux collectivités en question. Je mettais un peu dans le message que les rapports annuels par décret de 2015, c'est obligatoire d'avoir tous les indicateurs de coûts et même un historique de 3 ans. Mais du coup, voilà, on laisse les collectivités transmettre les données
Et surtout, comme on a dit, la méthodologie matrice voilà, peut différer de la donnée de la comptabilité, donc c'est vraiment ça à la collectivité après de le transmettre. Quand on fait par contre les analyses, c'est vrai qu'assez souvent, voilà, toutes les collectivités jouent un peu carte sur table. L'idée, c'est de toute façon, c'est bien d'optimiser et d'aller chercher les bons retours d'expérience, et il y en a beaucoup dans le rural. Donc, soyez sûr qu'on va accompagner tout le monde pour faire cette optimisation. Et moi, ce que je peux vous inviter à faire, Monsieur Rivière, c'est lorsqu'on disposera de l'ensemble des matrices 2019, donc surtout les SICTOM, notamment dans le Gers, c'est de vous rapprocher soit du syndicat départemental, soit de votre SICTOM dont vous dépendez, pour être présent lors de la réunion de restitution aux élus qui est programmée. Comme ça, il y aura un partage entre collectivités membres de ces syndicats sur les coûts réels, quoi. Sachant de plus, comme l'avait dit Julien brièvement tout à l'heure, que l'outil matrice, il sert aussi aux collectivités de traitement. Il est aussi là pour ajuster au mieux les contributions des membres à compétences collecte aux coûts réels de traitement qui sont supportés par le syndicat, quoi. C'est aussi l'intérêt de la matrice. Il me reste peut-être à conclure du coup. Un grand merci à tous les intervenants et à tous les participants. Donc ce webinaire sera disponible en replay, et si vous avez la moindre question, la moindre précision, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs usuels ADEME et Région. Bonne journée à tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas pu, pour vos collègues ou vos pairs qui n'auront pas pu participer aujourd'hui, il reste un dernier opus du webinaire qui aura lieu ce jeudi de 12h30 à 13h30 avec le même lien de connexion. Oui. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.